Donc merci à tous d'être venus ce soir. Pour le débat, on reçoit donc Oliver Gloag, je ne sais pas comment on prononce. Parfait, Gloag, voilà, qui est maître de conférence aux États-Unis, qui sort un ouvrage à la fabrique au titre volontairement provocateur, Oubliez Camus. Voilà, on a pu voir que ça faisait pas mal réagir ces dernières semaines. Pour mener l'entretien, nous avons Pierre Daume, qu'on ne présente plus. Voilà, je pense que vous connaissez tous. Donc cette rencontre est co-organisée par The Marcaz Review. Et je vais laisser Sarah vous présenter cette revue. Et après, je vous laisserai profiter de la soirée. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis Sarah, je suis en charge de la communication au sein de notre revue en ligne qui s'appelle Marcaz, qui veut dire le centre en arabe. Elle a vu le jour aux États-Unis, notamment à Los Angeles. Aujourd'hui, on est très heureux de s'installer à Montpellier, rue du Verdun, où l'on espère pouvoir vous accueillir et créer des événements tels que celui-ci aujourd'hui. Nous sommes sur l'actualité culturelle et littéraire du grand monde arabe et de ses diasporas autour du monde. La revue donc en ligne marcaz.org est disponible en 4 langues. Vous avez en anglais, français, espagnol et arabe. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de faire d'autres événements. Merci en effet à tout le monde d'être ici. Merci à la librairie Le Grain des Mots et merci à cette excellente revue de Marcaz Review qui est une revue donc culturelle en ligne. Moi-même, je ne suis là que pour lancer notre invité, donc mes interventions vont être très brèves. Olivier Gloag est un universitaire franco-américain. Donc rassurez-vous, le débat n'est pas en anglais. Je ne sais pas si certains s'inquiétaient. Vous allez voir qu'il parle très bien français pour un Américain. Donc, Oliver Gloag est né à New York. Il a grandi en France. Et ensuite, il est reparti aux États-Unis pour faire ses études. Il a soutenu une thèse de doctorat en littérature française dans une université très réputée sur les représentations coloniales dans la littérature française, on va dire du XVIIIe au XXe siècle. Il a soutenu il y a déjà en 2012 et déjà dans sa thèse, il a longuement travaillé sur l'œuvre d'Albert Camus. Il a déjà publié un premier livre sur Albert Camus et aujourd'hui, il enseigne donc la littérature française à l'université de Caroline du Nord. Olivier Gloag, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre-là sur Albert Camus? D'abord, je m'associe à vos remerciements pour la librairie, de Marcaz Review, Romain, et merci à vous tous d'être venus. Je vais transformer la question, pourquoi est-ce que j'ai commencé à écrire sur Camus? Mon projet de thèse, à l'origine, c'était de faire une thèse sur les journaux intimes des écrivains français sous l'occupation allemande. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que Gide, qu'est-ce que Drieux-La Rochelle, qu'est-ce que Camus ont écrit en octobre 1940, au moment où il y avait les premières lois anti-juives? Qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là? À quoi ils ont pensé? Même chose pour Guéhenno, même chose pour d'autres. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un tabou chez les universitaires américains que je fréquentais, que je lisais. C'était qu'on ne pouvait pas critiquer Camus. Et que Camus était baptisé anticolonialiste. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que ce contraste entre ce qui me semblait être la réalité historique et ce qu'on disait dans les livres et dans les manuels était intenable et qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma carrière pour essayer d'insérer l'histoire, la politique
et dans l'universitaire, et de sauver Camus des interprétations qu'on fait de lui aujourd'hui. En effet, Camus est considéré en France, vous le rappelez dans votre livre, comme un saint laïque qui plaît d'ailleurs un peu à tout le monde. Comment vous expliquez en effet cette passion française, cet amour français pour Camus qui va, j'allais presque dire, de l'extrême gauche à l'extrême droite? Camus permet d'abord de regarder le passé colonial de la France d'une façon qui va mitiger ce qui est en fait une occupation armée, pour ce qui est de l'Algérie, qui dure 120 ans ou 130 ans. Alors par exemple, exemple rapide, l'étranger. Alors je suis sûr qu'on va en parler, mais la narration, le scénario de l'étranger est quand même invraisemblable. Il s'agit d'un colon qui a tué un Algérien, et pour ça, il va aux assises, et il risque de la peine de mort, et il est exécuté. Alors, si on s'en tient à la réalité historique, combien de fois est-ce qu'un colon a été puni, a été traduit aux assises, a été même exécuté pour avoir tué un Algérien? Alors autant demander combien de fois un aristocrate a été tué a été puni pour avoir tué un paysan sous l'Ancien Régime. Donc rien qu'avec la trame narrative, on a une révision de l'histoire. Et de ce point de vue-là, alors ça c'est une des réponses. Certainement, les chefs d'État vont apprécier ça. Et je me base finalement dans mes recherches, je trouve Ernest Renan qui dit finalement, dans son pamphlet, enfin dans son article « Qu'est-ce qu'une nation ?», il dit que les études historiques sont un problème pour la création d'une nation. Il faudrait finalement, pour créer un esprit national, il faut des erreurs, il faut de l'oubli. Et donc, de cette façon-là, l'étranger, c'est aussi une erreur historique, dans le sens où il n'y a pas de verisimilitude avec ce qui se passe. Donc c'est bien sûr un livre que Macron aime beaucoup. Je dis ça, il l'a donné l'été au pape. Là. Donc ça revient à notre laïcité d'État, ici. Alors après, il y a aussi l'itinéraire politique de Camus, qui a vogué. Il a été proche des libertaires, il a été un temps communiste, il a été pour De Gaulle, il a écrit dans des revues, il a été publié par la Table Ronde, il a écrit un article, il a été un peu partout. Donc c'est aussi beaucoup plus aisé de le récupérer aujourd'hui. Vous faites dans votre livre une réflexion qui a toujours semblé tellement évidente, c'est l'absence quasi totale de ce qu'on nomme aujourd'hui les Algériens, et qu'on nommait à l'époque coloniale au mieux les musulmans, c'était même le terme administratif, ou les Arabes, au pire, alors là, il y a toute une ribambelle de mots méprisants et racistes. Donc, l'absence quasi totale des Algériens, du peuple algérien, dans l'œuvre de Camus. Est-ce que vous pouvez, en effet, nous rappeler cette évidence? Ils apparaissent, en fait. Ils sont là, mais ça prend du temps. Alors, l'étranger, donc il y a des personnages algériens. Il y a une femme qui refuse de se prostituer. Son macro qui tente de la prostituer s'appelle Raymond Sintès. Sintès, c'est le nom de famille, c'est le nom de jeune fille de la mère de Camus. Et elle se rebelle. Et le personnage Meursault donne un faux témoignage pour protéger Raymond Sintès qui la passe à tabac. Et s'ensuit une rixe sur une plage entre les cousins, les frères de cette femme, et de l'autre côté, Raymond Sintès, maçon, et Meursault lui-même. Donc on a ici on pourrait penser que c'est une allégorie pour l'Algérie elle-même. Mais aucun de ces personnages, les personnages algériens, ne parlent. Et finalement, on entend la femme qui refuse de se prostituer qui crie, mais on ne l'écoute pas.
il y a des rires de prisonniers arabes au début, algériens, pardon, au début de la deuxième partie, le rire faisait mal à Meursault. Donc il y a une négation, il y a si vous voulez, une hiérarchie, j'allais dire, coloniale qui s'établit ici. On a l'impression que les Algériens sont des figurants, au mieux. En tout cas, ils n'ont pas de prénom et ils ne parlent pas. Il y a donc ici, j'allais dire, un inconscient colonial. Dans la peste, il y a une éradication complète des Arabes. La problématique elle-même est évacuée en 1 page et demie au début du livre. On a un journaliste parisien qui veut parler des conditions sanitaires des Arabes et le sujet est donc évacué. On pourra parler plus longuement de la peste si vous avez des questions, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que tout à coup, il y a un moment dans l'écriture de Camus où les personnages algériens apparaissent. Alors, ce n'est pas exempt de paternalisme, où ils se font sauver dans les rues par des bons pieds noirs qui ont existé certainement, mais il n'y a pas un rôle extrêmement fort de la part de ces personnages, mais ils existent. Alors pourquoi existent-ils ? Parce que le premier Rome, il a été élaboré en pleine guerre d'indépendance du peuple algérien. Et donc ici, ça correspond un peu à la théorie de Fanon. Fanon qui fait une réadaptation de la dialectique maître-esclave de Hegel. Et qu'est-ce que nous dit Fanon ? Il nous dit que finalement, le colonisé, pour pouvoir exister, il faut de la violence populaire, une contre-violence à la violence coloniale, ou la menace d'une violence. Ainsi, ils seront pris en compte. C'est évidemment l'histoire de la décolonisation de la seconde moitié du XXe siècle. C'est aussi l'histoire de Camus. Il est obligé de prendre en compte les Algériens à cause de l'histoire. J'aimerais que vous donniez votre vision de cette phrase, cette position de Camus tellement célèbre. Donc lorsqu'il est à Stockholm, qu'il vient de recevoir le prix Nobel, il y a une conférence de presse, et là il y a un journaliste, peut-être algérien d'ailleurs, qui lui pose une question sur sa position sur la guerre d'indépendance du peuple algérien. Et donc Camus a cette phrase ultra célèbre « Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice ». Comment interprétez-vous cette phrase et finalement la position de Camus en pleine guerre d'Algérie? Alors, d'abord, il y a des polémiques, j'entends presque les murmures, sur la citation exacte. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère, je pense que c'est ça que Camus en fait a dit. Le Monde a tronqué la citation, on a eu des débats, mais finalement, j'allais dire que l'idée est relativement similaire. Le contexte aussi, c'est la remise, c'est l'interview post-prix Nobel, et la personne qui pose des questions alors il y a beaucoup de versions quand on lit des livres sur Camus, mais je pense que c'était un jeune Algérien proche du FLN. Et la question c'était, mais pourquoi est-ce que vous intervenez si souvent pour les victimes de l'URSS en Hongrie et pas pour ce qui se passe en Algérie? Mauriac, d'ailleurs, quand Camus faisait ça, disait qu'il pensait que c'était des larmes de crocodile. On ne peut pas suspecter Mauriac d'être gauchiste. Donc, pour en revenir à la réponse à votre question, on voit que je suis universitaire, là, c'est interminable, excusez-moi. La réponse à votre question, moi je citerai un intellectuel algérien, Mohamed Ben Youssef, qui dans un éditorial dans Le Monde, c'est rare de voir des voix qui vont parler de Camus dans la presse mainstream française, donc quand on le voit, on le remarque, et il a dit que pour lui, ce n'était pas un dilemme cornélien, c'était plutôt l'aveu que sa mère vivait dans un système qui était basé sur le fait qu'il n'y avait pas de justice pour les Algériens. Je rejoins cette analyse. Entre la justice et ma mère, donc ça veut dire que sa mère vit dans l'Algérie française un système injuste. C'est quand même l'idée que le système repose sur une injustice. Alors, derrière tout ça, le sous-texte, ce dont on ne parle pas à haute voix, c'est ce qu'on appelle le terrorisme.
Ça, c'était la grande argumentation de Camus, qui disait les gens qui posent des bombes dans le milk bar, etc., moi, je ne peux pas les soutenir. Mais il faut voir que ce moment précis où le FLN décide de faire ce qu'ils ont fait, ça a été quand même provoqué par l'attentat de la rue de Thèbes, où la police française, sans doute aidée des militaires, et il y a des militaires français qui se répandent dans des publications pour se vanter d'avoir torturé et d'avoir participé à toutes ces actions. Il n'y a pas de scoop de ma part. On posait une bombe dans la Casbah, ce qui a fait 80 morts et des centaines de blessés. C'est là que le terrorisme commence. Ou, et des fois je me fais reprendre avec un certain public, on me dit le terrorisme commence en 1830. Soit. Mais c'est important de noter cela. Et en disant cela, je répète aussi les propos d'un disciple de Camus, qui le prenait à partie pour ses ambivalences, et donc c'est-à-dire Jean Sénac. À un moment de votre livre, là, il y a des pages tout à fait passionnantes où finalement vous semblez considérer que cette révolte camusienne serait une sorte de cache-sexe de la position de Camus pro-Algérie française. Je ne pense pas que je dis ça. Je peux parler un peu de l'homme révolté, par exemple. Oui. Voilà. Camus a un problème. Il a deux grands problèmes. Il a sa théorie de l'absurde, qui est une théorie finalement, dans sa jeunesse, il lisait beaucoup de Nietzsche, c'est une théorie nihiliste. L'absurde, c'est deux choses pour Camus. La vie ne fait pas de sens, il y a une certitude, c'est la mort. Il n'y a pas de morale. Et donc la deuxième chose, et il use du terme absurde de façon interchangeable. Alors au début, il faut s'accrocher, enfin pour moi. L'absurde, c'est aussi vivre une vie absurde, donc vivre sa vie selon ses préceptes. Et ça marche. Pour lui, d'une certaine façon, dans sa vie personnelle, il va parler, donc par exemple, du Don Juan. Il n'y a plus de grande histoire d'amour dans l'univers romanesque de Camus, dans sa vie personnelle peut-être non plus, et certainement dans le mythe de Sisyphe, il explique que pour lui, il s'agit de quantité, pas de qualité. Il parle d'histoire d'amour. Et arrive à ce moment-là, donc c'est un refus de s'engager d'une certaine façon, l'absurde. C'est un détachement des affaires humaines. Arrive la Deuxième Guerre mondiale avec la résistance. Il faut qu'il le modifie. Et il va modifier d'ailleurs aussi Caligula, qui est sa grande pièce sur l'absurde. Donc il le modifie avec la révolte. Et le problème avec la révolte, c'est elle arrive en pleine effervescence. Et alors ce qui est intéressant dans la révolte, c'est que Camus, dans L'homme révolté, nous explique surtout ce que la révolte n'est pas. Et une des choses qu'elle n'est pas, c'est qu'elle n'est pas extra-européenne. C'est-à-dire que la révolte est réservée aux Européens. Alors c'est quand même... alors comment il nous explique ça? Parce que c'est difficile à justifier. Il nous dit que la révolte n'est seulement propice et possible dans des sociétés qui sont libérées de croyances mystiques. Donc un passage qui va me marquer, parce que je pensais, alors sans faire offense à la chrétienté, que la Révolution française s'est passée justement dans une société avec un mythe assez primitif, etc. etc. Donc il y a quand même des faiblesses ici dans L'homme révolté qui sont là parce que son angle mort, c'est qu'il veut la révolte, mais surtout pas pour les Algériens. De ce point de vue-là que ça pourrait être... qu'on peut faire le lien. Ah bah oui, voilà. Je trouve que finalement c'est... Non, ça marche. Ça marche assez. Finalement, dans votre raisonnement, vous finissiez par considérer que Camus pouvait être une sorte de réactionnaire précurseur de la théorie du choc des civilisations. C'est les résumés incisifs. Alors, à l'emporte-pièce. Non, pas du tout. Il y a cette série d'articles qui s'appelle Ni victime ni bourreau, que Camus écrit, où finalement on a de façon sous-jacente une inquiétude. C'est l'inquiétude de ce qu'il appellera plus tard le virus du nationalisme africain et asiatique. Et ici,
africain, ça veut dire l'Algérie, asiatique, ça veut dire l'Indochine. Et j'incorpore ça dans mon interprétation de la peste. Et donc on lui pose des questions sur l'Europe, et est-ce que l'Europe pourra s'entendre avec d'autres grandes puissances dans le monde, et voilà sa réponse. Donc il y a vraiment ici une conscience et une peur de l'émergence de ces pays anciennement colonisés. Alors je vais prendre mon joker, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est très important ici pour montrer, si vous voulez, l'importance de cette peur du choc des civilisations. Parce qu'il y a un passage, effectivement, dans la série d'articles qui s'appelle « Ni victime ni bourreau », et les temps modernes répondront « et victime et bourreau » juste après. J'ai en tête les notes pour le premier homme, qui sont retrouvées dans les décombres de la voiture de Michel Gallimard, un jour après la mort de Camus. Et on retrouve donc un cahier jaune, c'est pas celui-là, dans lequel il consigne les inquiétudes de Cormery. Cormery, c'est le personnage central du premier homme. Et il fait un rêve, ou un cauchemar. Je vais juste vous lire ce rêve. Et j'espère que ça pourra répondre de façon indirecte peut-être à votre question. Il rêve dans la sieste. Demain, 600 millions de jaunes, des milliards de jaunes, de noirs, de basanés, déferleraient sur le cap de l'Europe. Et, au mieux, la convertiraient. Alors, tout ce qu'on avait appris, à lui et à tous ceux qui lui ressemblaient, tous ceux qui l'avaient appris aussi, de ce jour, les hommes de sa race, toutes les valeurs pourquoi il avait vécu, mourraient d'inutilité. C'est toujours rafraîchissant d'avoir des chercheurs anglo-saxons qui viennent donner leur point de vue, leur intelligence sur cette histoire franco-algérienne. Parce qu'en France, on tourne un peu en rond là depuis 60 ans dans un face-à-face franco-algérien. Et là, depuis bonne quinzaine d'années, des chercheurs, des jeunes chercheurs anglo-saxons se sont eux aussi emparés de notre histoire coloniale en Algérie. Comment expliquez-vous que dans le monde universitaire français, on garde un respect tremblant face à cette icône de la littérature française qu'est Camus? Alors d'abord, j'ai envie de dire qu'il y a certainement des personnes qui font des recherches critiques dont je ne suis pas forcément au courant de toutes et de tous. Je veux citer Christiane Chollet-Auchour, qui a travaillé en Algérie et en France, qui a fait un travail exceptionnel sur Camus, critique, mais aussi très profond, des analyses littéraires, qui a aussi arrangé pour la publication d'un livre publié malheureusement uniquement en Algérie, qui s'appelle « Quand les Algériens lisent Camus ». Une perspective aussi très utile, et j'essaye de citer des intellectuels algériens dans mon livre, ou au moins donner des pistes pour donner une autre voie que l'entre-soi, j'allais dire un peu parisien. Alors, pourquoi en France, d'abord, pourquoi en France c'est plus difficile de critiquer Camus? Parce qu'il y a effectivement, je pense, une certaine influence de personnes qui sont haut placées dans l'éducation, dans les universités. C'est vrai qu'on ne voit pas ou peu de critiques. La critique d'Edward Said qui est universitaire américain et palestinien, qui a écrit un chapitre dans Culture et impérialisme sur Camus, a été très mal reçu en France, traduit plus tard. Conor Cruise O'Brien, beaucoup plus tôt, un intellectuel irlandais avec un parcours fascinant, lui aussi a écrit un livre sur Camus, là aussi qui a été très très attaqué. C'est difficile de trouver ces ouvrages. Alors il y a aussi des raisons, je pense, commerciales. C'est une manne commerciale. Je crois que Gallimard, il sort beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres sur Camus.
qui sortent. J'avais un ami libraire qui me racontait qu'il y en avait 30 parus en 2 ans. Donc c'est un sorte de fillon auquel je participe, mais à culpa. Donc je pense que c'est finalement quelque chose, on se sent bien en lisant Camus. On a l'impression que la France peut conjuguer humanisme et colonialisme finalement. Il y a cette synthèse impossible qui est réalisée dans Camus. Et comme je le disais auparavant, on lit la fiction de Camus et on se dit finalement, les colons, bon, c'était pas si mal. Et effectivement, il y avait des résistances, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais il s'agit de voir que Camus, on s'en est servi pour faire finalement de lui un grand humaniste, quelqu'un qui était... on ne donne pas à Camus ce qu'on lui doit, c'est-à-dire de reconnaître en lui un tacticien du colonialisme, quelqu'un qui voulait un colonialisme à visage humain. Alors après, libre à nous, chacun dans notre coin, de décider si cela est possible. Mais ça ne paye pas, je pense, pour des carrières universitaires, de dire, en France, mais aux États-Unis non plus, de critiquer Camus. Que Macron donne une première édition de l'été au pape, ça nous dit quelque chose, ça. C'est vraiment l'auteur officiel français, et l'auteur français le plus lu dans le monde, le plus traduit. C'est, d'une certaine façon, Camus, c'est la France. Honni soit qui le critique. Qui est un article extrêmement important. Effectivement, Camus va en Kabylie, il enquête, il voit que les situations sanitaires, mais aussi la faim, la malnutrition, c'est inacceptable. Alors, je vais donner une citation de Camus, parce que c'est vraiment, ça correspond exactement à l'esprit dans lequel il était quand il écrivait cet article. La montée du nationalisme algérien s'accomplit sur les persécutions dont on le poursuit. Il n'aura plus de raison d'être, au contraire, quand l'injustice disparaîtra de ce pays. Ici, dans l'article, il s'agit de transformer ces jeunes filles kabyles en petites françaises. Il s'agit d'être sûr d'arriver à garantir une paix sociale. Il faut aider les Kabyles pour qu'ils puissent rester dans le giron de la France. Le meeting dont vous parlez, c'est son appel à une trêve civile. Il y a été. Il a donné son speech. Et il voulait une trêve donc d'hostilité militaire, qu'il y avait plus de, il voulait que les hostilités militaires françaises s'arrêtent, que le terrorisme, entre guillemets, s'arrête. Et à l'extérieur, il y avait l'OAS qui criait « À mort Camus, Camus au poteau ». Effectivement, absolument. Mais là aussi, les hostilités militaires et le terrorisme, il s'agissait ici d'un combat pour l'indépendance algérienne. Arrêter les hostilités voulait dire, finalement, le statu quo et la France reste là. Alors, encore une fois, tous ces exemples sont très importants parce qu'il s'agit pour Camus de tenter l'impossible, d'allier l'humanisme, et d'une façon très généreuse ou très fine, ou les deux, d'allier l'humanisme à un projet colonial. L'autre, alors je pense que pour les noms des personnages, effectivement, les interprétations abondent. Là, je pense que vous parlez de l'étranger, parce que dans La Peste, il n'y a pas de personnage. Oui, donc dans l'étranger, ça c'est un débat. Moi, mon école d'interprétation, c'est le fait que les personnages non blancs n'ont pas de prénom, ne parlent pas. Pour moi, ça ratifie un certain ordre colonial. Après, libre à tout le monde d'interpréter ça de façon différente. Super. Alors, pour répondre rapidement, sauver Camus des critiques qui font de Camus ce qu'il n'était pas. Donc, réponse à l'ambiqué ou à l'universitaire revient, mais il y a des critiques qui vont faire de Camus un saint laïque, un humaniste, un défenseur des droits de l'homme, etc., ce qu'il n'était pas. Donc c'est ça que je veux dire. Donc, d'une certaine façon, il y a certains publics qui vont être plus aptes à comprendre les choses de cette façon-là. Mais il s'agit de le sauver de ces critiques et de prendre Camus pour ce qu'il est, un écrivain colonial. Et ben, ça va de pouvoir lire. On lit Loti, on lit Barbet, on lit Chateaubriand. Il ne s'agit pas de jeter ses ouvrages au feu, mais il s'agit de les lire pour ce qu'ils sont. Et ça enrichit la littérature française, mais pas de les dénaturer, de les transformer. Voilà. Votre interprétation, c'était mon interprétation.
bon, il y a eu un moment où je l'ai un peu remis en cause, mais ça c'est l'interprétation, j'allais dire, standard, universitaire française. Je ne vais pas redire ce que vous avez dit, je vais juste raconter une anecdote, celle d'un pied-noir, d'une pied-noire, qui enseigne en Algérie, et avec cette interprétation standard, l'intro de l'arabe, c'est vraiment une excuse pour avoir des discussions sur la condition humaine, c'est pas le sujet vraiment, et c'est plutôt cette remise en question de l'amour qu'on peut avoir pour sa mère, du deuil, etc. C'est son premier cours à l'université d'Alger, amphithéâtre de 250 personnes. Elle se prépare pour dire ça. Le meurtre de l'arabe, ça va être, c'est pas vraiment le fond du sujet. Et elle lève la tête pour dire ça, et elle voit 250 étudiants algériens. Et là, elle baisse la tête, elle dit « Oh, on va parler de Baudelaire aujourd'hui. » Ça dépend à qui on parle. Ça dépend d'où on est. Parce que la fiction, c'est pas un essai historique. Et de l'autre côté, l'histoire de... Alors d'abord, il y a aussi l'histoire de vérisimilitude, de qui va parler, qui va être glorifié dans nos récits. Mais toute l'histoire de la littérature française, c'est un champ de bataille politique. On a d'un côté la chanson d'Hollande, c'est une certaine propagande d'une certaine façon. On a le champ politique littéraire français du 19e siècle, c'est le progrès contre la réaction. On a des auteurs engagés d'un côté, de l'autre, qui se citent, qui se battent. Et ça fait aussi partie, cette dialectique réalisme, romantisme, progrès, réaction, c'est la culture française. L'engagement, la littérature, c'est aussi une codification des rapports historiques et politiques d'un moment donné. Si on veut savoir ce qui se passe en France aujourd'hui, est-ce qu'on va lire un journal? Est-ce qu'on va lire le journal télévisé? Ou est-ce qu'on va lire des romans de personnes qui vivent leur vie et qui, sous couvert de la fiction, peuvent dire ce qui se passe vraiment et ce qu'ils pensent vraiment? C'est ça aussi la force de la littérature. C'est pas juste quelque chose qui tombe du ciel, qu'on observe, qu'on ne touche pas et qui est complètement déconnecté de la vie dans laquelle on vit. Je crois que je vais me faire encore moins d'amis dans l'audience. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit sur Camus et les femmes, ça fait partie donc de cette réception de Camus, qui en fait quelqu'un qu'il n'est pas. Et donc quelqu'un qui a un grand romantique, par exemple. Alors, ces lettres à Cazares qui ont été un grand succès de librairie, quand on voit les critiques des lettres à Cazares, un amour intense, irradiant, l'air est plus léger une fois qu'on a lu ces lettres, etc. On a vraiment l'impression que ça va être, on va se mettre à pleurer. Mais les lettres, en fait, alors on s'aperçoit que Camus était ce qu'on appelle aux États-Unis un control freak par rapport à Cazares. Alors je cite quelques exemples. Elle demande à Camus si elle devrait aller à un festival de films à La Rochelle. Il lui dit, écoute, moi j'ai pas d'opinion là-dessus, mais tu sais, moi ce que je préférais quand tu es loin de moi, c'est que tu restes dans ta chambre, fermée à double tour, et que tu ne sortes pas. Il y a tout un fil directeur dans l'œuvre de Camus, dans ses journaux, dans sa fiction, et je le revendique, qui est la jalousie sexuelle. Et Camus est un homme de son époque, mais qu'on ne le transforme pas en woke féministe du XXIe siècle, comme j'en ai l'impression quand j'ai des critiques sur Cazares. Il parle, Patrick Meursault, on lui fait dire, dans La mort heureuse, il parle du visage d'un homme. Le visage d'un homme, ça nous dit, cet homme, qui il est, ce qu'il a pu faire, et c'est ça l'intérêt du visage d'un homme. Et qu'est-ce que c'est comparé à la splendide inutilité du visage d'une femme? C'est ce genre de choses qu'on lit dans la fiction de Camus. Et je vous passe les passages dans La Chute qui sont d'une rare violence. Et c'est à se demander si on lit Camus. Alors, je vais me centrer sur la première citation que vous ne contestez pas et que je vais relire. Parce que je pense que ce qui est important ici, et je ne prétends pas être infaillible, malgré le fait que je sois américain. Donc, ce qui, moi, je voudrais recontextualiser rapidement, l'impression qu'on a
je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, quand on lit les notes en Pléiade, quand on lit même des livres qui réhabilitent Yveton, on a l'impression que Camus est intervenu en faveur d'Yveton. Alors moi, et je cite quelques passages qui emploient peut-être du conditionnel ou qui donnent l'impression qu'il est intervenu. Donc sur le passage que j'ai trouvé dans cette publication, effectivement, je dis, dans ses cahiers, Emmanuel Robles relate une rencontre avec Camus peu après l'exécution d'Yveton. Donc je cite le cahier d'Emmanuel Robles. Déjeuner avec Camus au Lippe. À la fin, 2 points. Le drame d'Yveton, me dit-il, peut être bientôt le tien. Je ferme les guillemets. Robles poursuit. Il voulait dire que certains Français d'Algérie cédaient au désir de prouver aux Algériens qu'ils se séparaient de leurs compatriotes, les Français colonialistes, les ultras, comme on les appelait, prouver qu'on n'était pas du camp des oppresseurs, qu'on méritait la libération venue de vivre avec les anciens opprimés dans une fraternité jamais rompue, mais selon Camus, dans la gamme de ses preuves figurait la bombe d'Yveton. Aucune simple... Donc après, je ferme la citation. Aucune sympathie de la part de Camus envers Yveton n'est décelable. Camus n'a jamais explicité par écrit un refus à une quelconque demande. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, il n'y a jamais eu, que je sache, et je le dis, que je sache, d'intervention de Camus pour gracier Yveton. Et quand on lit l'ensemble de la critique sur le sujet, on a l'impression que c'est le contraire. Et de nos frères blessés. Bon, là aussi, peut-être aussi un auteur communiste qui, lui aussi, cite André About pour dire que Camus serait intervenu. On a cette impression qu'il est intervenu alors qu'il n'est pas intervenu. C'est ça l'objectif de ce que j'ai écrit là-dessus. C'est une histoire très importante, Camus. Mais alors, en même temps, il y a malheureusement un en même temps, c'est qu'il défend les acquis sociaux du Front populaire, mais il ne veut pas, par exemple, je cite une dispute, un article qu'il fait sur l'augmentation des salaires, et il proteste parce que le salaire des Algériens a augmenté plus que le salaire des colons. Mais le problème, c'est qu'une fois que le salaire des Algériens a triplé, il n'arrive pas à la moitié de celui des colons. Donc il garde cette hiérarchie. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté populaire de gauche chez Camus. Et quelqu'un qui va parler d'un type très nouveau de héros, un employé de bureau, qui refuse d'essayer de monter dans la société. Il refuse tout le discours balsacien. Il y a une authenticité sociale chez Camus qui est là, qu'il faut célébrer, qu'on retrouve dans Les Noces, qui est un texte très important. Merci beaucoup.